Alors ça, on l'a bien compris, les taux des crédits immobiliers vont continuer à augmenter dans les prochaines semaines et les prochains mois. Mais la question, c'est jusqu'où et puis jusqu'à quel niveau le marché immobilier pourra ou pas encaisser un nouveau choc sur les taux d'intérêt. Bonjour Charles. Bonjour David, bonjour tout le monde. Charles Sana, fondateur du site Insolencia. Et le constat est sans appel quand on regarde le pouvoir d'achat des emprunteurs, pouvoir d'achat immobilier en tout cas des Français. D'après CAFPI, en un an, la hausse des taux couplée à une toute petite baisse très légère des prix de la pierre, ça a conduit à une baisse de 25% du pouvoir d'achat immobilier des Français. C'est quand même d'une rare violence. C'est une rare audience, mais souvenez-vous David, on en a parlé tous les deux, et on avait déjà évoqué ce chiffre. Et je vous avais dit, en termes de chiffre, c'est 24%. C'est-à-dire que 24% de baisse de pouvoir d'achat, c'est faire passer les taux sur 20 ans de 1% à 4%. Ça va entraîner une baisse de pouvoir d'achat immobilier de l'ordre de 8% par point supplémentaire. Donc 3 fois 8, 24. Donc globalement, 24% de perte de pouvoir d'achat en moins. On le sait depuis le départ. Et donc, on savait depuis le départ qu'il faudrait un ajustement des prix d'à peu près le même ordre de grandeur pour pouvoir voir un marché et les marchés se réajuster à la solvabilité, à la nouvelle solvabilité des ménages et des particuliers. Mais ce n'est pas du tout le cas, puisque les prix, c'est le problème, refluent très lentement. D'ailleurs, en glissement annuel, d'après le notaire, on est encore sur quasiment 2% de hausse, même si en spontané, sur les 3 derniers mois, évidemment, ce n'est pas le cas. Les prix commencent à baisser, mais très lentement. Et ça ne baisse pas suffisamment, en tout cas pour l'instant, pour relancer les transactions et resolvabiliser les ménages. Et c'est logique, David. Vous êtes sur le marché immobilier. Le marché immobilier, c'est un marché qui a de l'inertie. Vous imaginez bien que, bon, alors je sais plus exactement quel est le chiffre, je crois que c'est de l'ordre de 80%. C'est-à-dire que le patrimoine moyen d'un ménage français moyen, c'est à 80 ou 90% de l'immobilier. Ça veut dire que le principal actif détenu dans le patrimoine d'un ménage, c'est sa résidence principale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous bradez ou si vous baissez le prix de votre principal actif de 25%, vous amputez quasiment votre patrimoine de 20 à 25%, rien que par cette opération-là, ce choix-là. Donc vous avez évidemment une résistance extrêmement forte des vendeurs, et donc le marché immobilier a beaucoup d'inertie, beaucoup plus d'ailleurs à la baisse qu'à la hausse, puisque ça, à la hausse, tout le monde a très envie d'augmenter ses prix, mais par contre, à la baisse, personne n'a envie de le baisser de manière significative. Ça a un effet de destruction de valeur très important sur le patrimoine des ménages. Donc, vous avez une résistance très forte, et c'est extrêmement logique à comprendre. Jusqu'à quel moment cette résistance, elle tient? Ah bah à peu près 6 mois, qui est le temps moyen d'une succession, ou quelques années pour le temps moyen d'une relation et d'un mariage avant le divorce. En fait, vous avez deux choses, David. Vous avez les ventes souhaitées, et vous avez les ventes forcées. Alors la vente souhaitée, ce sont toujours des événements plutôt positifs et favorables. Donc on se marie, on a un nouveau bébé, la famille s'agrandit, peu importe. Donc ce sont des projets de vie. Et donc on a envie de plus grand, on a envie d'acheter, on a envie d'accéder à la propriété, ou on a besoin de d'adapter la taille de sa propriété à sa nouvelle cellule familiale. Donc ça, ce sont des éléments positifs. Mais ce sont des éléments positifs qui peuvent toujours être un petit peu reculés. C'est-à-dire que même si j'ai envie de plus grand, je suis pas obligé d'avoir plus grand. Même si je souhaite mieux, je suis pas obligé d'avoir mieux. Même si j'ai envie de déménager, je peux attendre avant de déménager. En revanche, j'ai aussi des opérations immobilières qui, elles, sont des opérations immobilières subies et obligatoires. Et c'est notamment le cas des successions. Donc quand vous faites face à un décès, à une succession, eh bien, vous avez 6 mois pour déposer votre déclaration de succession et 6 mois pour payer les frais de succession aux impôts. Vous faites une estimation d'un bien immobilier, 1 million d'euros parce que c'était un appartement en région parisienne ou dans Paris. Payer les droits de succession, mettons de 20% sur 1 million d'euros, c'est 200 000 euros. Là, vous avez deux solutions. Soit les héritiers ont les 200 000 euros et peuvent payer les droits de succession et attendre pour pouvoir vendre, soit ils n'ont pas les 200 000 euros, ce
qui, rassurez-vous, ou vous rassurez pas ou inquiétez-vous, arrive assez souvent. Et à ce moment-là, vous êtes dans des ventes qui sont subies, obligatoires. Et donc là, les gens, pour pouvoir payer les droits de succession dans 6 mois, et les impôts n'attendent pas, eh bien, ils vont devoir vendre et éventuellement se réajuster plus rapidement au prix du marché. Idem évidemment en cas de séparation ou de divorce, là on est dans des ventes subies et donc on est obligé de vendre. Donc l'inertie du marché immobilier, jusqu'à quand? Pour répondre à votre question, eh bien vous avez d'abord une baisse du volume, ça c'est le premier indicateur, vous avez une baisse sensible des volumes de transactions, et puis après la baisse sensible du volume de transactions, eh bien avec 6 à 8 mois de retard, vous allez constater les premières baisses significatives sur le marché immobilier. Et ça se verra avec retard dans les statistiques des notaires qui retardent toujours de 3 mois. Ouais. Après, il y a la question des taux, encore une fois. Il semble que l'ère des crédits à 4% sur le crédit immobilier se rapproche. C'est ce que disent beaucoup de spécialistes du crédit. Est-ce qu'il va falloir s'habituer maintenant à ces nouveaux niveaux de taux? Et même parce que la BCE relève encore ses taux, 25 points de base là, encore 25 a priori, Christine Lagarde l'a laissé entendre sur le mois de juillet, peut-être encore après l'été. Quel impact cela aura, deux questions en une, sur les crédits immobiliers? Et est-ce qu'il ne faut pas, certains experts parlent même de 5% sur les taux de crédit immobilier début 2024. Est-ce que là, pour le coup, ça serait le choc de trop pour le marché immobilier? Alors, est-ce que ce serait le choc de trop? Je ne sais pas, David. Si on reprend simplement un peu en termes historiques, si vous voulez, histoire de remettre les choses en perspective et juste de pas paniquer, c'est-à-dire d'avoir une vision un peu nuancée de la situation. En 2007, juste avant la crise des subprimes, on est aux alentours de 4 à 5% sur les taux d'intérêt. D'accord, on a des taux d'intérêt directeurs de la BCE qui sont à 4 et on a globalement des taux d'emprunt immobilier qui sont entre 4 et 5%. En 2007, c'est pas la fin du monde, le marché immobilier vaut pas zéro, les gens sont pas ruinés avec leur immobilier, les gens sont pas non plus tous à la rue avec une crise du logement épouvantable. Bref, il y a un marché immobilier, il est ce qu'il est à l'époque, il est globalement 20-25% moins cher et tout ça est finalement extrêmement logique. Les taux d'intérêt sont à 4-5%, le marché est 20 à 25% moins cher, on est en 2007 et la France continue à tourner et tout va bien. On parle de quoi? On parle là simplement d'un ajustement des prix. Et imaginez que les prix de l'immobilier retournent en 2025-26 aux alentours de ce qu'ils étaient en 2007-2008 avec 20%, en gros 20% de baisse. On n'est pas dans un crack immobilier majeur qui met l'économie par terre. On est simplement dans un ajustement des prix qui fait que les gens sont solvables et donc on a un marché efficient et donc les gens peuvent acheter, peuvent vendre. Les gens peuvent vendre parce qu'en face, vous avez quelqu'un qui peut acheter avec les nouvelles conditions de crédit du moment. La réalité, c'est que le marché va se bloquer. Si les prix ne baissent pas, le marché va forcément se bloquer et donc les vendeurs ne pourront pas vendre. Or, vous avez des vendeurs qui sont obligés de vendre. Donc l'ajustement va se faire. L'ajustement va se faire dans les 12 à 24 mois qui viennent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui sont pas pressés d'acheter sont pas obligés de s'y précipiter. Ceux qui sont vraiment vendeurs ont intérêt à vendre maintenant, quitte à déjà donner une petite baisse plutôt que d'attendre et prendre le risque d'attendre une plus grosse baisse demain ou après-demain. Et ensuite, on doit effectivement plutôt se préparer à aller vers des taux à 4 ou 5% que de retourner vers des taux à 0%. Cela dit, là, on a un mouvement de hausse de taux qui est très violent en raison de la volonté des banques centrales de lutter contre l'inflation. Rien ne dit que ce mouvement de hausse de taux violent sera réellement durable. On ne va pas forcément rester 10 ans avec des taux très élevés, ce qui veut dire très concrètement pour le marché immobilier que si vous pouvez porter vos actifs immobiliers, vous avez certainement intérêt à les porter le temps d'écréter ce mouvement de hausse très important qui redescendra avec l'immobilier qui retrouvera une autre valeur. Donc attention, restons calmes et pondérés, pas de panique. Ouais. Ceux qui peuvent porter l'immobilier et ça devrait bien se passer. Ouais, on se quitte là-dessus juste. Charles, la dernière récession immobilière en France, ça remonte de mémoire au début des années 2010, au moment de la crise des dettes souveraines. L'immobilier en moyenne en France avait baissé sur quelques trimestres de 7 ou 10%. C'est ça.
Donc, il n'y avait pas eu de baisse de 20%, c'est ce que je veux dire. Oui, mais attention, David. Si vous me parlez de la moyenne, je suis d'accord. Si vous me parlez du marché parisien, je suis d'accord, mais pas partout sur l'Île-de-France. Donc là, il y a eu des fortes disparités. Et si je vous parle du marché immobilier national, entre mon petit coin de Normandie qui avait perdu 60% à ce moment-là, 60%, David, qu'ils ont repris, et sur notre marché local, on a repris 80% après. Donc, si vous voulez, avec des volatilités extrêmement fortes sur certains marchés, d'autres volatilités beaucoup moins fortes sur d'autres, déjà, on parle pas du même marché. Et j'introduis une autre notion de réflexion pour nos spectateurs, David, c'est la transition énergétique, c'est l'effet DPE, c'est l'effet efficacité énergétique de votre logement, c'est l'effet localisation de votre logement, proximité des transports, mobilité douce, machin, tout ça. Et donc, quand vous prenez tout ça en considération, attention, les baisses des prix des actifs immobiliers vont être très certainement très hétérogènes et on pourrait même, paradoxalement, constater une hausse de certains actifs, par exemple du DPE A, dans un contexte d'énergie très chère, avec un effondrement du prix d'un bien classé DPE-G, le tout exactement dans le même quartier, dans le 16e arrondissement. Un classe A pourrait voir sa valeur augmenter et un logement classe G, sa valeur baisser. Donc attention, on est dans un marché très particulier, dans un moment très particulier. Il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en compte, donc beaucoup de nuances et de pondérations sur les valeurs du prix de l'immobilier. Allez, merci. Commentaire, explication signée Charles Sana, fondateur du site Insolentiae. Merci Charles, salut. Merci David, merci tout le monde.